mais c'est complètement stupide. Y a aucune raison que ça marche. Mais quand même... Bon. Fossoyeur. 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 En même temps, je suis débile. Forcément que c'est n'importe quoi. Légende urbaine de merde. Bonjour. Attendez, mais... C'est vous? C'est le coup du miroir qui a fonctionné ou vous étiez là avant? Bon, vous voulez quoi? Ah, oui, j'ai un film à vous conseiller. Ah ouais? Quel genre? Un nanar. Ouais? Dites toujours, mais je suis plutôt difficile en la matière. Ah non, mais là c'est juste fou. Une pure tuerie. Ouais, vous allez pas en revenir. Le nirvana ultime de la médiocrité. Ah? Une fissure dans la fabrique de la réalité. Ah bon? Ça va changer votre vie. Mais accouche! Sharknado. Ah non mais tu l'as bien cherché celle-là. Pardon ma puce. Bon bah ça va faire l'affaire. Salut à tous, ici le Fossoyeur, et aujourd'hui, tel de braves petits alchimistes, nous allons fouiller la laideur pour en extraire la beauté. Les nanars. Un univers merveilleux où tout devient possible, où les pires aberrations côtoient le pur génie involontaire. Un univers où l'on découvre notamment que Gérard Klein s'est illustré dans un simili Mad Max avec un mulet de l'Apocalypse, que Bruce Lee a eu une tripotée de clones improbables, ou encore que la concurrence la plus vénère de James Bond n'est autre qu'un nain philippin. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un nanar? Eh bien, en quelques mots, il s'agit d'un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. Et en cela, on peut le distinguer du navet, qui lui désigne un film tellement mauvais qu'il donne juste envie de s'ouvrir les veines. L'origine du nanar est délicate à identifier. Techniquement, des mauvais films dont on peut s'amuser, il y en a toujours eu. Mais au sens où on l'entend aujourd'hui, le nanar est plus qu'une simple œuvre, il désigne une véritable pratique, celle de regarder volontairement un film moisi pour en retirer du plaisir. Certains font remonter ça à la contre-culture des années 70, notamment avec l'émergence des Midnight Movies. Mais si, vous savez, ces films dont je vous rebats les oreilles depuis quelques chroniques. Certes, pendant cette période, quelques mauvais films étaient diffusés en salle pour faire marrer, mais lorsqu'on considère le phénomène Midnight Movies dans son ensemble, le délire était assez différent. Les œuvres les plus emblématiques avaient, chacune à leur manière, une vraie portée artistique et politique. L'amour du nanar, au contraire, est beaucoup plus innocent. Il n'a aucune autre portée que le simple amusement face à la médiocrité. Et à ce niveau, je pense que les années 80 ont été décisives. Avec l'apparition des systèmes vidéo personnalisés, le public s'est mis à avoir un accès inédit à tout un pan du cinéma d'exploitation bien fauché, qu'il pouvait désormais visionner de toutes les manières possibles. C'est ce qui a contribué à rendre culte certaines œuvres boudées par les salles de cinéma, que ce soit pour de bonnes raisons ou des raisons plus inattendues. C'est donc là que la fascination pour les films improbablement daubés, qui relevaient jusque-là de l'exception, a pu commencer à se démocratiser, et la pratique du nanar, dans sa forme moderne, a réellement émergé. Amen. Quant au terme nanar lui-même, apparemment il remonte au 19e siècle où il désignait des tableaux et des œuvres littéraires à chier. À l'époque, nanar s'écrivait avec un D, mais attention, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant avec un D, c'est le diminutif de Bernard, et malgré tout le respect que j'ai pour les Bernards, là les Bernards c'est pas la question. J'ai beaucoup trop dit Bernard dans cette phrase, enchaînons. Concernant le cinéma, l'appellation a principalement été remise au goût du jour dans les années 90 par François Forestier, un journaliste amoureux de cinéma bis qui est un peu devenu le gourou involontaire de la cause nanar. François? Les années 90 ont aussi été marquées par la création du site Nanarland, qui est depuis devenu une référence absolue en la matière, et a énormément contribué à populariser cette pratique longtemps restée marginale. Aujourd'hui, le nanar est carrément un genre à part entière, avec ses codes, ses œuvres phares, son histoire et ses personnalités de référence, comme par exemple le ninja moustachu Bruce Baron, les bovins Frères Paul, ou encore la mâchoire bogdanovienne de Robert Zdar. Zdar! Putain, j'adore ce nom. Et si le pseudonyme Alan Smithy a permis à beaucoup de réalisateurs de se planquer dans l'anonymat quand ils avaient honte de leurs films, ça n'a pas empêché d'autres de se faire un nom en tant que nanardeurs incontournables, comme les impayables Bruno Mattei ou Jean-Marie Palardy, pour ne citer qu'eux. Le genre nanar s'est tellement affirmé au fil du temps qu'il a même réussi à percer la sphère grand public, notamment grâce au buzz inattendu de Sharknado sur le marché vidéo en 2013. Succès qui fait un peu mal au cul, mais j'y reviendrai plus tard. Et là, il est temps de se poser la question à peu près logique. C'est bien joli tout ça, mais comment peut-on kiffer à ce point les films nuls? Qu'est-ce qui déclenche ce rire? Alors bien sûr, le facteur le plus évident est celui de la moquerie. On ne rit pas avec un nanar, on rit d'un nanar. Le nanar est très premier degré, sa nullité est involontaire.
Ça, c'est très très important. C'est dans le regard du public qu'il naît, pas dans celui de son réalisateur. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la moquerie est méchante ou vicieuse. Non, le vrai nanar provoque l'affection. Comme dirait le philosophe Henri Bergson, et ouais, je cite Bergson, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Et la composante humaine, là, c'est celle de l'échec flamboyant, celle du loser magnifique, le réalisateur qui a une confiance inébranlable dans ce qu'il fait, aussi pourri cela soit-il. Et ça, à un certain degré, c'est profondément touchant. C'est pour ça que le réalisateur Ed Wood est devenu l'un des plus grands, sinon le plus grand représentant du concept de nanar. Même si, non je suis désolé, son Plan 9 from Outer Space n'est pas, conformément à sa réputation, le pire film de l'histoire du cinéma. C'est une petite production bancale, fauchée et mal branlée comme il en existe tant d'autres. Mais Ed Wood symbolise cette candeur, cette foi aveugle en ses créations, qui l'a poussé à continuer à réaliser des films objectivement merdiques par pur amour de son artisanat. Il y a un certain rapport à l'enfance là-dedans, au fait de construire innocemment des trucs dans sa bulle avec 3 bouts de ficelle. Et c'est d'ailleurs cet aspect quasi poétique que Tim Burton a magnifiquement saisi dans le biopic qu'il a consacré au bonhomme. Ça, c'est la quintessence du nanar, ni plus ni moins. Et c'est ce qui fait toute la différence avec un mec comme Uwe Boll. Je sais que beaucoup le considèrent comme l'un des plus fameux réalisateurs de nanar. Techniquement, oui, pas mal de ses productions sont des gros nanars bien purulents. À en juger par ses interviews, Boll a l'air convaincu de réaliser du divertissement de qualité, donc le facteur loose involontaire est bien présent. Mais par-delà ce qu'il affiche, je ne peux pas m'empêcher de percevoir chez ce mec un côté totalement antipathique, une forme de cynisme qui ne s'assume pas, et qui est à mon sens incompatible avec l'idée que je me fais des vrais nanars. En dehors de quelques barres de rire très occasionnelles, ces films ne m'inspirent aucune affection, et je n'en parlerai donc pas ici. Mais attaquons plutôt le vif du sujet. Il existe énormément de types différents de nanars, autant que de genres cinématographiques en fait. Mais l'intérêt ne va pas être ici d'en faire une liste exhaustive. Au contraire, au-delà de tout ce foisonnement, on va essayer de distinguer les aspects incontournables de ce qui fait un bon nanar, tout genre confondu. Quels sont donc les bons ingrédients? Eh bien, on peut distinguer 3 catégories, les ingrédients visuels, les ingrédients sonores et ceux qui relèvent de l'écriture. Niveau visuel tout d'abord, on n'a que l'embarras du choix. Cadre torché par un myope à strabisme divergent, montage amnésique, non-respect de la grammaire filmique la plus élémentaire, maquillage de fête foraine, effets spéciaux qui feraient passer la communion de ta petite cousine pour du Michael Bay, et j'en passe. Dans l'immense majorité des cas, tout ça est décuplé par le manque de moyens, qui lorsqu'il est couplé avec une absence d'inspiration ou de talent, est la porte ouverte à tous les pétages de plomb les plus délirants. Bon, il y a des exceptions, hein, un nanar peut aussi avoir un gros budget, genre Dreamcatcher, qui vaut le détour rien que pour les sourcils mutants de Morgan Freeman, mais c'est beaucoup plus rare, parce qu'une grosse production perd généralement la candeur du do-it-yourself, et a plutôt tendance à aboutir à une grosse boursouflure consensuelle qui n'a rien d'amusant. Le manque de fric en revanche pour un nanar, c'est plus rigolo. Tous les moyens sont bons pour économiser, d'où l'utilisation massive d'acteurs dont personne d'à peu près sain d'esprit ne voudrait, mais aussi l'utilisation de stock shots, ces bouts de vidéos d'archives bon marché qui sont facilement récupérables et insérables dans le métrage, mais qui se gaulent généralement à 12 km à la ronde. Et quitte à donner dans le mauvais goût, la règle d'or nanar est d'y aller full power, en privilégiant une esthétique ringarde en toutes circonstances. Dans cet univers où le bon goût s'est fait un double claquage des tendons, les artefacts du type pilosité radioactive ou épaulette disgracieuse restent donc toujours très prisés. Mais tout ça ne serait pas aussi goûteux sans l'apport du son. Il va sans dire qu'en raison du manque de budget et de personnel qualifié, la musique est généralement à chialer. De rire ou de douleur, c'est selon. Mais là où le nanar se démarque réellement, c'est au niveau des bruitages. Là, c'est la folie, et il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Bouffe ton sens de la mesure! Plus le son est irréaliste, mieux c'est. Et surtout, si tu peux le caser 250 fois au lieu d'une, n'hésite surtout pas. Des bruitages ahurissants, il y en a des tas, mais personnellement j'ai une affection particulière pour 2 d'entre eux. Déjà, les crissements de pneus. Dans un nanar, ça crisse à balle, quelle que soit la nature du terrain, l'état des roues, la vitesse du véhicule, et même si le gars conduit en ligne droite. Ça putain de crisse partout, tout le temps. Ensuite, il y a le bruitage du mouvement des armes blanches. Là, c'est simple, le moindre micro-mouvement dans l'air doit être traité comme une fatality dans Mortal Kombat. Le doublage est aussi un plus non négligeable. Vu le niveau d'effort investi dans le film de base, il ne faut bien entendu pas espérer un miracle pour les versions internationales. Ce qui donne fatalement des traductions complètement à côté de la plaque, une désynchronisation image-son quasi systématique, et des doubleurs qui, au mieux, sont les moins investis de l'univers, et au pire jouent au funambule sur le fil de l'implosion cérébrale. Je t'achèterai toute la crème de whisky du monde, car t'es la première femme qui m'ait tenu la main. Enfin, venons-en à l'essentiel, l'écriture. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'écriture doit être premier degré. Mais surtout, elle doit atteindre ce moment de confusion vertigineuse où plus rien ne permet de comprendre l'ampleur du naufrage. Même pas l'absence de talent, même pas la négligence, le sabotage d'un scénariste fou ou les déboires de tournage. Ce à quoi on assiste va au-delà du rationnel et ouvre un abîme d'absurde où tout devient génialement possible. Dans la vie, à mon avis, faut surtout pas hésiter, hein. Ça, il faut foncer au maximum à 100 à l'heure. Et une fois cette limite du bon sens franchie, ce que montre le nanar, c'est que parfois, ce que l'on considère comme une démarche artistique, ça tient à pas grand-chose en fait. Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie le surréalisme halluciné des nanars les plus hardcore de certaines formes d'art volontairement expérimentales?
La frontière est fine, et le seul élément qui permet de vraiment faire la part, c'est l'intention, la conscience de ce que l'on est en train de faire. À savoir, craquer son slibard et en faire des toiles de tente. Comme quoi, tout est histoire de point de vue. Bon, poser les ingrédients, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. Je vais donc ici vous conseiller 3 de mes nanars préférés, qui illustrent parfaitement les codes que je viens d'énumérer, chacun avec un sens du dosage qui lui est propre. Et pourquoi 3 ? Parce que, comme dirait le philosophe Henri Bergson, les couilles me grattent. Non, Pupus, je t'ai dit de pas changer mon texte. N'oubliez pas en tout cas que le nanar est avant tout une pratique collective. Le désarroi ressenti au visionnage n'a de réelle valeur que lorsqu'il est partagé. Donc saisissez quelques complices à l'oreille, on est parti. Première recommandation. L'Homme Puma, une production italienne de 1980. C'est le premier vrai nanar que j'ai vu, et bordel, niveau initiation, ça a été un tir gagnant. L'Homme Puma, c'est l'histoire d'un mec avec le charisme d'une nuit travaillée qui, selon une légende aztèque, s'avère être le protecteur d'un masque magique surpuissant, qui bien sûr, entre de mauvaises mains, permettrait de contrôler le monde, blablabla, tout ça. Ce film est sublime. À partir du moment où Tony, le héros, met la ceinture qui le transforme en Homme Puma, et là je crois qu'un big up au département costume s'impose, c'est la folie pure. Effets spéciaux atroces, jeux d'acteurs morts à l'intérieur, séquences de vol ahurissantes où le personnage est littéralement pendu par le slip devant des stock shots dégueulasses, Donald Pleasance qui a besoin de payer ses impôts, une musique qui arriverait à dégoûter John Carpenter des synthés, un duel à main nue entre un mec et un hélico, ne me faites pas répéter ça s'il vous plaît, et surtout des répliques. Bon Dieu, des répliques. Les mots me manquent. Pour vous donner une idée, le film est notamment transcendé par cette merveilleuse phrase prononcée par un homme de main qui essaie de décrire le héros à son boss. On aurait dit un félin qui volait. Ce qui conduit à la question, quel est ton putain de facteur comparatif, Bobby ? T'as déjà vu un félin qui volait, nom de Dieu ? Deuxième recommandation. Blood Freak, une sorte de production horrifique américaine de 1972 qui raconte l'histoire de... Je sais pas. Juste, je sais pas. Il y a des poulets dedans en tout cas, ça c'est sûr. Beaucoup de poulets, et de la drogue aussi, beaucoup de drogue. Là pour le coup, c'est typiquement le genre de nanar qu'il faut voir pour le croire. Par contre, c'est peut-être pas le film le plus indiqué pour commencer à découvrir le genre, parce que niveau psychédélisme nanardesque, c'est du très très lourd, et directement en intraveineuse. Mais pour peu que vous soyez un peu échauffé, foncez, vous n'êtes pas prêt d'oublier l'expérience. Troisième recommandation. Zombie 3, un film italien de 1988, qui est la suite du Zombie 2 de 1979, qui était lui-même une suite officieuse du Zombie de George Romero de 1978, qui n'était autre que la suite officielle de La Nuit des Morts Vivants, sortie 10 ans plus tôt. Oui, c'est le bordel. Donc faisons simple. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le vénérable réalisateur Lucio Fulci, qui avait déjà réalisé l'excellentissime Zombie 2, n'a passé que très peu de temps sur le tournage de Zombie 3. La raison officielle de son départ tournait autour de problèmes de santé, mais surtout, Fulci était en conflit avec ses producteurs. Il a donc jeté l'éponge et s'est fait remplacer par Bruno Mattei, l'un des plus incroyables réalisateurs de nanar au monde. Résultat, Zombie 3 s'est transformé en génial monument what the fuck sans aucune espèce de cohérence, dont je retiendrai 2 choses. D'une part, une attaque de tête zombie volante. Là, je crois que la description se suffit à elle-même. Et d'autre part, l'un des personnages féminins les plus tarés et obsessifs de l'histoire du nanar, qui tout au long du film fait une fixette sur le fait de trouver de l'eau pour soigner son copain qui est déjà à moitié putréfié. Même quand elle se fait courser par des zombies ninja hystériques, rien à foutre, elle veut de l'eau. Même quand elle est dans la flotte en fait, elle continue à chercher de l'eau. De l'eau ! Bref, avec ces 3 films, vous tapez dans la valeur sûre. N'oubliez pas de savourer, c'est de la bonne. Quand on y pense, la pratique du nanar est assez contradictoire. Le nanar, c'est mêler le raffinement au trivial. C'est une sorte de navet pour cinéphiles en fait, puisque pour apprécier réellement ce type de film, il faut une certaine connaissance des codes cinématographiques. C'est nécessaire pour comprendre comment un nanar échoue à les manier. Ce qui m'amène à la question, et si les nanars étaient tout simplement l'une des formes les plus modernes de cinéphilie ? Aujourd'hui, même pour des gens qui ne s'intéressent pas particulièrement au cinéma, une compréhension instinctive des codes s'est instaurée. Le cinéma est depuis longtemps entré dans les mœurs, et depuis la fin des années 90, l'accès aux films et le rythme de consommation ont considérablement augmenté, ce qui semble développer une sorte de mémoire collective grandissante dans laquelle on puise même inconsciemment. Ça fait du nanar une pratique à la fois pointue et grand public, où chacun peut apporter son propre bagage filmique et s'y retrouver. Sincèrement, le simple fait que de plus en plus de spectateurs puissent payer pour voir des mauvais films et en faire une expérience positive, c'est assez dingue quand on y pense. Certains nanars et auteurs deviennent aujourd'hui, malgré eux, les héros d'une cinéphilie alternative, et ce n'est pas pour rien que certaines répliques cultes fascinantes de nullité deviennent de véritables cris de ralliement, la revendication d'une autre approche du cinéma, un dépassement des cadres traditionnels du bon goût, un point levé vers les culs les plus talqués de formatage. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'existe pas d'équivalent au mot nanar dans la langue anglaise. Les anglo-saxons utilisent souvent l'expression « movies so bad they're good », littéralement, les films tellement mauvais qu'ils en deviennent bons, mais ils n'ont pas de mot spécifiquement dédié à ça. Bon, les autres pays, je sais pas, mais le fait qu'en France on ait reconnu l'existence de cette pratique en l'adoubant avec un mot à part entière, bah c'est pas anodin. La France est la terre de naissance du cinéma, donc symboliquement, ça se pose là. Après, de là à dire que le nanar est en train de devenir un genre légitime et que c'est grâce à nous, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas parce que putain, il faut bien laisser un peu de suspense parfois. Salaud !
Bon, la composante essentielle de la cinéphilie nanardesque, forcément, c'est l'ironie, mais il ne faut pas oublier que mal maniée, elle peut devenir une dérive assez inquiétante. L'introduction de l'ironie dans les domaines de l'art et du cinéma ne date bien sûr pas d'hier. Mais aujourd'hui plus que jamais, on se trouve dans une période qui fait la part belle au second degré, à la mise en abîme. Ce n'est pas vraiment étonnant que le nanar y ait trouvé un terreau aussi fertile. Dans ce contexte, le risque principal, c'est que l'ironie se transforme en cynisme. Et on en vient ainsi à la raison principale pour laquelle je fais cette chronique, la question des faux nanars. Ces dernières années, une nouvelle attention s'est fixée sur le genre. À mesure que certains nanars ont commencé à connaître un succès croissant, notamment en provoquant des buzz de plus en plus fréquents sur le web, certains ont commencé à comprendre que ça pouvait devenir une manne financière plus importante que jamais. Le succès surprise de Sharknado en 2013, dont je parlais en début de chronique, en est un bon exemple. Sharknado est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des nanars les plus fameux qui soit. Alors que non, juste non. Beaucoup de gens le décrivent même comme un nanar volontaire, mais cette expression est un non-sens. Jusqu'à preuve du contraire, des films qui veulent volontairement faire rire, même en mettant en avant leur supposée nullité, on appelle ça des comédies. Les films à la Sharknado ne sont pas des nanars. Les regarder, c'est comme si quelqu'un vous tapait sur l'épaule pendant 1h30 en répétant en boucle « T'as vu ? T'as vu ? Je suis nul, c'est drôle non ? Hé hé, je suis nul, drôle !» Alors oui, ces films reposent sur une esthétique et des codes issus des nanars, mais à ce moment-là, on les appelle des comédies nanardesques. Et ça fait une énorme différence. Alors bien sûr, Sharknado n'est pas le premier faux nanar. Des séries Z qui font volontairement du second degré, il en existe depuis un bail. La société de production Trauma, qui a été créée par Lloyd Kaufman et son comparse Michael Herz en 1974, s'en est notamment fait une spécialité. Et en dehors de l'écurie Trauma, on peut aussi citer des films comme L'attaque de la moussaka géante, qui date de 1999. Mais malgré leur second degré, ces œuvres restent avant tout bon enfant, elles témoignent d'un amour réel et premier degré du cinéma bis. C'est ce qui les distingue de la nouvelle génération de faux nanars, qui adopte une démarche beaucoup moins sincère et beaucoup plus vénale. Alors je sais que ça peut sembler étrange de parler de dérive économique, alors que la grande majorité des nanars a toujours été issue du cinéma d'exploitation, un domaine avant tout motivé par la rentabilité facile. Par exemple, depuis très longtemps, beaucoup de productions nanardesques pompent allègrement des œuvres à succès pour combler leur manque d'inspiration et banquer sur un nom vendeur, comme le méga overcult Turkish Star Wars, qui m'a fait une grosse entorse au cerveau l'enfoiré. Aujourd'hui, la catégorie qu'on appelle les mockbusters, c'est aussi exactement ça. Mais si la plupart des vieux nanars plagiaires avaient effectivement une démarche putassière, au moins ils n'avaient pas suffisamment conscience d'eux-mêmes pour transformer leur mauvaise qualité en élément marketing. Leur forme d'innocence, elle était là. À un certain degré, la conscience de soi est incompatible avec la nature même du nanar. Les vrais nanars n'ont de valeur que parce qu'ils sont des anomalies, ils ne peuvent exister que dans un entre-deux bancal et incertain, c'est ce qui leur confère leur magie. Les comédies nanardesques sont aujourd'hui une niche économique ultra calibrée qui n'a plus grand chose à voir avec ça. Résultat, l'étiquette se trouve utilisée à tort et à travers, et l'aura si particulière du genre se dilue, conduisant à renforcer un système qui joue cyniquement sur la confusion du grand public. Alors ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit, même si pour des raisons de goût j'ai du mal avec les comédies nanardesques en tant que genre, je reconnais qu'elles peuvent être divertissantes. La firme de production The Asylum a notamment donné naissance à quelques étrons assez fandards, mais comme vous l'aurez compris, ce sont surtout les intentions de base qui me dérangent. Tout ça pourrait vous donner l'impression que je pinaille sur un détail, sur une simple appellation. Mais ça va plus loin que ça. La question des nanars ne paye a priori pas de mine, mais se pencher sur l'usurpation d'un simple terme nous permet de mieux comprendre certaines grosses dérives du système qui se trouvent derrière. Depuis le détail le plus anodin jusqu'au tableau le plus global, nommer les choses avec justesse est essentiel pour appréhender les nuances de la réalité qui nous fait face. Car n'oublions pas, chers spectateurs, que les mots ne sont pas une simple décoration. Ils façonnent notre perception du monde en y insufflant un sens bien particulier. Les mots, plus qu'une utilité, ont un pouvoir. Oh putain. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis pris un coup ou quoi? Bon, j'en étais où moi?